Mesdames et messieurs, chers amis, je suis venue vous parler d'avenir, de l'avenir de l'Île-de-France. La richesse de notre région n'est pas seulement dans ses magnifiques musées. L'Île-de-France est riche de ses 12 millions d'habitants et de sa démographie dynamique. Dans moins de 15 ans, nous serons 1 million de plus qu'aujourd'hui. Quelle région d'Europe peut en dire autant? L'Île-de-France est riche de ses 400 000 entreprises et de ses entrepreneurs audacieux, de ses universités et de ses centres de recherche de réputation mondiale, de la Sorbonne à l'université Paris-Saclay, du Génopole d'Évry au futur pôle cancer de Villejuif et j'en passe. Elle est riche de ses milliers de start-up et de ses industries numériques. Elle est riche de ses théâtres, de ses orchestres, de ses cinémas, de ses stades, de ses parcs naturels. Notre région a en elle une énergie, une créativité, une soif de réussir qui ne demande qu'à s'exprimer. Et je pense naturellement à son ambition légitime, que je porterai avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, d'accueillir en 2024 les Jeux Olympiques. Mais je pense aussi à sa capacité d'organiser en 2025 l'exposition universelle, suivant l'intuition originale de Jean-Christophe Fromentin. Et pourtant, malgré tous ces atouts, au quotidien, notre région, bien souvent, se décourage et s'épuise. Car l'Île-de-France est aussi profondément fracturée. C'est la première région des inégalités. Entre Paris et la banlieue, entre l'urbain et le rural. Où est le rééquilibrage à l'Est qu'on nous promet depuis tant d'années? Les emplois éloignés des logements, ça donne près de 4 millions de franciliens qui galèrent tous les jours dans les transports. Parfois des rames bondées, d'autres inconfortables, d'autres vétustes, trop souvent des retards. Et puis il y a aussi ceux, et je pense en particulier aux habitants de la Grande Couronne, qui n'ont pas de transport en commun du tout et qui se retrouvent matin et soir coincés dans les 250 km de bouchons, c'est une moyenne, qui encerclent la capitale. Alors ces déséquilibres génèrent évidemment des inégalités économiques et sociales profondes. Jamais les écarts de revenus n'ont été aussi grands entre l'Est et l'Ouest, entre Paris et la Grande Couronne. Le repli communautaire menace des pans entiers de la région et l'intégration devient peu à peu un casse-tête. Les fractures sont aussi éducatives. C'est en Île-de-France qu'on trouve les meilleurs établissements du pays, les plus grands lycées, les classes prépa les plus sélectives, mais aussi ceux où les professeurs ne veulent plus aller enseigner. J'aurai l'occasion dans les semaines qui viennent de faire des propositions pour attirer les enseignants en Île-de-France et leur donner l'envie d'y rester. Les fractures, elles sont aussi dans l'accès aux soins. En effet, paradoxalement, l'Île-de-France, c'est le premier désert médical français. On ne trouve plus de généralistes de secteur 1 à Paris et nous souffrons d'une pénurie de professionnels libéraux en Grande Couronne, sans parler de l'engorgement de certains services d'urgence. Les fractures, elles sont environnementales, chère Chantal. En certains endroits du territoire, la pollution de l'air et les nuisances sonores ont atteint des niveaux inacceptables contre lesquels il est urgent d'agir efficacement. Les fractures, enfin, elles sont numériques. Il y a ceux qui ont la chance d'avoir le très haut débit et ceux qui n'ont pas de débit du tout. Le résultat est là. L'Île-de-France n'occupe pas encore pleinement le rang qui devrait être le sien dans le concert des grandes métropoles mondiales. Je ne me satisfais pas d'une région qui décrocherait dans les palmarès d'attractivité. Je refuse que ces chercheurs la quittent pour l'étranger où ils sont mieux traités, que ces start-up s'en aillent ou se vendent faute de soutien, que des touristes s'y sentent mal accueillis. Et je refuse que les classes moyennes et les familles soient évincées des centres-villes quand elles ne quittent pas carrément la région, épuisées par le stress des transports et les difficultés à se loger. Vous l'avez compris, je veux rendre son rang à notre région. Je m'engage à valoriser ses atouts et à réparer ses fractures. Je la vois conquérante, réconciliée, exemplaire. Le général de Gaulle disait « La France n'est réellement elle-même qu'au premier rang ». Eh bien, j'ai la même conviction pour notre région. La place de l'Île-de-France, c'est au premier rang. Et pour cela, la région a besoin de ses entrepreneurs. Sans eux, nous ne pourrons créer ni richesse ni emploi. Ils prennent des risques, ils les assument. Il faut les aider à grandir.
Je veux être à leur côté. Et pour cela, je prendrai place au conseil d'administration de la Banque publique d'investissement. Je le dis sans tabou, je serai une présidente entrepreneure au service de la croissance et de l'emploi. Je vais m'entourer d'un conseil stratégique pour l'attractivité qui m'épaulera dans mes choix. Avant la fin du premier trimestre, j'organiserai une conférence régionale pour la croissance, l'emploi, la formation et les conditions de vie au travail. Les forces vives de la région y seront conviées. Chercheurs, entrepreneurs, syndicats, associations porteuses d'enjeux. Ensemble, nous définirons la meilleure stratégie pour relancer l'emploi en Île-de-France. Je ne me résous pas à laisser 700 000 franciliens sans travail quand chaque année, plus de 100 000 emplois ne trouvent pas preneur dans la région. Nous recenserons les secteurs qui recrutent et la région adaptera son offre de formation en conséquence. Nous attirerons les investisseurs étrangers. Nous ferons la promotion du produit en Île-de-France au-delà de nos frontières, cher David. Nous rapprocherons les laboratoires de recherche et les universités du monde économique. Vous l'avez compris, je veux que l'Île-de-France soit la première région d'Europe pour l'innovation, la première Smart Région. Je m'impliquerai dans cette aventure. Nous solliciterons les fonds européens, chère Stéphanie. Nous ferons tout pour attirer les meilleurs chercheurs du monde entier. Et pour relever ce défi, je prendrai personnellement la tête de l'établissement public Paris-Saclay, notre future Silicon Valley. Une région conquérante, c'est une région imaginative et porteuse d'idées neuves. Alors nous imaginerons des solutions nouvelles pour les jeunes qui restent trop souvent à la porte du monde du travail. Je pense à tous ceux qui n'ont ni relation, ni piston, qui sont victimes de discrimination et à qui on demande invariablement, pour pouvoir les recruter, une première expérience professionnelle. Ça ne s'invente pas. Je veux rompre ce cercle vicieux. Nous demanderons à tous ceux qui sollicitent une subvention de la région, les entreprises, les associations, les collectivités, de prendre en stage, en contrat d'insertion ou en apprentissage, au moins un jeune francilien. Grâce à ce donnant-donnant, nous nous fixons comme objectif d'offrir une première expérience professionnelle à 100 000 jeunes. Nous assumerons ainsi notre mission de transmission vis-à-vis d'une jeunesse à qui on ne donne pas sa chance aujourd'hui. Nous proposerons aussi des solutions nouvelles aux salariés des entreprises fragilisées ou en restructuration. La région ne peut plus rester absente ou passive alors que les situations sont connues ou les plans sociaux annoncés. Nous allons créer auprès de Jérôme Chartier une cellule de veille et d'accompagnement social afin de travailler sur des contrats de transition professionnelle pour les salariés menacés de perdre leur emploi. J'ai la conviction qu'on peut faire davantage pour prévenir le mal du chômage avant qu'il ne soit trop tard. Des solutions nouvelles, nous en offrirons aussi à tous ceux à qui Pôle emploi ne propose plus rien. Je pense aux demandeurs d'emploi en situation de handicap ou à ceux de plus de 45 ans. Pourquoi ne pas leur ouvrir la porte de nos CFA là où les débouchés professionnels existent, là où des places sont vides? C'est l'objet du contrat d'apprentissage senior que nous voulons créer. Mais il ne peut y avoir d'attractivité et de qualité de la vie sans un réseau de transport moderne, fiable, sécurisé et accessible. Alors nous venons de vivre des journées d'épreuve. Je pense aux usagers du RERD soumis à plusieurs jours de grève à la suite de l'agression d'un conducteur. Je pense aussi aux voyageurs de la ligne 1 qui ont été pris au piège d'une panne du système d'automatisation, à ceux de la ligne P qui ont vu revenir les petits gris, ces wagons en tôle ondulée qu'on croyait définitivement disparus. Alors des trains neufs, des RER rénovés, un réseau régénéré, des bus, y compris sur les territoires ruraux, chère Anne. La tâche est ambitieuse, mais tellement nécessaire. C'est pourquoi, avec la SNCF, la RATP, les bus de Ptyle, nous devons lancer, et Stéphane Baudet est déjà au travail, une vraie révolution des transports qui changera la vie quotidienne de millions d'usagers. Notre région, je la vois conquérante, mais je la vois aussi réconciliée. L'Île-de-France, vous le savez, a été tragiquement endeuillée en 2015. Et toutes nos pensées ce soir vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Nos pensées vont aussi à toutes nos forces de sécurité et de secours qui font preuve jour après jour de leur dévouement et de leur engagement sans faille. Mais soyons lucides, la menace terroriste reste très élevée.
Ma responsabilité est donc en priorité de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger les Franciliens. C'est tout le sens du bouclier de sécurité que nous avons adopté vendredi dernier. Généralisation de la vidéoprotection dans les transports et les gares, sécurisation des lycées, aide à l'équipement des forces de sécurité, aide à l'installation des portiques dans les lieux publics où ils sont nécessaires. Bien sûr, la région n'a pas toutes les clés en matière de sécurité, mais elle en a quelques-unes. Et celles-là, je suis bien décidée à les utiliser. J'ai également proposé au gouvernement de créer une police régionale coordonnée qui serait opérationnelle dans tous les transports d'Île-de-France, monsieur le préfet de police. Nous allons y travailler avec le ministère de l'Intérieur. Et je renouvelle ce soir ma proposition au nouveau ministre de la Justice, que je sais plus enclin à la fermeté dans ce domaine, de signer avec la région une convention de partenariat, à l'image de celle que nous avons avec le ministère de l'Intérieur, pour l'aider à cofinancer les places de prison qui font tellement défaut en Île-de-France. Mais une région réconciliée, ce n'est pas seulement une région où l'on se sent en sécurité, c'est aussi une région où il fait bon vivre ensemble. Je ne peux me résoudre à voir l'Île-de-France, malgré sa richesse, s'enfoncer dans le mal-logement. La raison, nous la connaissons tous. On ne construit pas assez. Alors nous allons mobiliser le foncier disponible. Et il y en a, y compris propriété de la région, pour relancer la construction de logements. Nos premiers partenaires, ce seront les maires, qui ont la légitimité pour dessiner et façonner leur ville. Avec eux, je veux construire 100 nouveaux écoquartiers. Nous ferons ainsi sortir de terre 80 000 nouveaux logements. Mais, je le dis clairement, je veux aussi m'attaquer à ces quartiers ghettos qui menacent les équilibres sociaux de nombreuses communes. La mixité sociale, ça doit se faire dans les deux sens. C'est pourquoi la région ne financera plus de logements très sociaux dans des communes qui en comptent déjà plus de 30%. Réconcilier les Franciliens, c'est leur garantir l'égalité des chances. Garantir l'égalité des chances aux lycéens, en accélérant la rénovation des lycées pour que chacun puisse étudier dans un cadre moderne, connecté, sécurisé. Aux personnes en situation de handicap, en rendant accessibles les équipements publics et les transports. Aux familles, en garantissant la liberté scolaire et en relançant le financement des crèches. Aux habitants des territoires ruraux, en leur offrant leur juste part des investissements de la région. C'est aussi mettre la culture à la disposition de tous sur tout le territoire régional. Je crois que nous n'avons jamais eu autant besoin de culture. Elle est le meilleur des remparts face à la barbarie. Elle est le meilleur des ciments face au communautarisme et la meilleure arme contre l'intolérance. Nous la mettrons au cœur de notre action. Je serai enfin sans concession sur le respect de la laïcité et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous n'accepterons aucune entorse à ces principes fondamentaux. Je le dis sans détour, la laïcité, ce n'est pas la négation des religions. C'est au contraire l'affirmation de la liberté de chaque francilien, la liberté pleine et entière de croire ou de ne pas croire, dès lors qu'il respecte les lois de la République. Ainsi, chaque octroi de subvention sera à l'avenir subordonné à la signature d'une charte, avec des engagements précis dans ce domaine. Je veux enfin une région exemplaire qui devienne la fabrique de nouvelles pratiques politiques. Des élus plus proches, plus économes des deniers publics, plus respectueux du mandat que leur ont confié les électeurs. Chose dite, chose faite. J'ai démissionné de la fonction publique. J'ai renoncé à mon mandat de député pour me consacrer exclusivement à l'Île-de-France. Et j'ai aussi quitté mes responsabilités au sein de ma famille politique. Je veux être la présidente de tous les Franciliens, à temps plein et sans cumul. J'ai engagé le Conseil régional dans cette rénovation de la vie politique. La semaine dernière, notre première décision a été d'adopter la charte pour une nouvelle éthique en Île-de-France, afin de mettre fin à un certain nombre de pratiques et de comportements abusifs qui ont eu cours ces dernières années. Elle interdit les recrutements familiaux, l'accès au logement social pour les élus ou leurs proches, les rapports rémunérés mais non publiés, ou encore les conflits d'intérêts. On m'objectera que ça va sans dire. Mais comme disait Talleyrand, ça va mieux, encore mieux en le disant. Je suis heureuse qu'une partie de l'opposition
ait pleinement adhéré à cette démarche et je m'en félicite. Cette nouvelle éthique va de pair avec une gestion plus rigoureuse de l'argent des contribuables. Nous allons donc traquer toutes les dépenses inutiles, celles qui ne servent pas directement l'intérêt des Franciliens. Nous allons aussi réorganiser les services, des audits ont été lancés, ils seront rendus publics et nous en tirerons toutes les conséquences. Réduire le train de vie de la région, ça commence par un déménagement. Nous avons décidé de franchir le périphérique et de nous installer dans un quartier populaire. C'est un acte fort et symbolique de notre volonté de rééquilibrer le territoire. La région, c'est Paris, mais ça n'est pas que Paris. Je l'ai dit, nous avons un devoir d'exemplarité et de sobriété. Ce nouveau siège sera notre maison commune, il regroupera en un seul lieu les élus et tous les services, et il nous permettra de mieux accueillir les Franciliens. Car je souhaite, là aussi, ouvrir les portes et les fenêtres du Conseil régional. Grâce aux outils numériques, à l'open data, au financement participatif, j'associerai les Franciliens à nos décisions. Et en même temps, je leur faciliterai la vie quotidienne avec des objets connectés dans tous les domaines d'action d'une région 3.0. Alors vous l'avez compris, une région exemplaire, c'est une région qui tient ses engagements et en même temps les cordons de la bourse. J'en viens à l'urgence du moment. Le sauvetage du pass Navigo unique. J'ai dit aux Franciliens qu'ils ne seraient pas sacrifiés sur l'autel des décisions électoralistes sans lendemain, car il n'est pas question de jouer au yo-yo avec leur pouvoir d'achat. Mais j'ai également promis que je n'augmenterai pas les impôts. Or, il manque 300 millions d'euros par an pour le financer. J'ai fait des propositions de financement au Premier ministre. La balle est désormais dans le camp du gouvernement, dont je rappelle que, par ailleurs, il a réduit de 140 millions d'euros notre dotation de fonctionnement cette année. Alors je le dis, sous l'œil perçant et avisé du préfet de région, sous l'œil avisé du préfet de région. Non, je souhaite qu'il m'écoute parce que ça, il a un message à transmettre. Monsieur le préfet, nous sommes prêts à faire plus et mieux dans le domaine du développement économique et de l'emploi. Nous sommes prêts à faire plus et mieux dans le domaine de la sécurité, dans la rénovation des transports, dans la construction de logements, dans l'entretien des lycées. Nous sommes prêts à porter vigoureusement la candidature de la France aux Jeux Olympiques de 2024 et celle de l'Exposition universelle de 2025. Mais tout cela, monsieur le préfet, nous ne pourrons pas le faire avec 440 millions d'euros en moins. Mesdames et messieurs, chers amis, vous voyez l'ampleur de la tâche qui nous attend. Les enjeux sont considérables. Mais souvenez-vous, en 1962, pour la plupart de mes élus n'étaient pas nés, mais en 1962, quand le président Kennedy déclara « We chose to go to the moon », nous avons choisi d'aller sur la Lune. Eh bien, il ajoutait « Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie ». Non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Parce que cet objectif servira à organiser et à offrir le meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire. Parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de remettre à plus tard, celui que nous avons la ferme intention de remporter. Alors il a fallu 7 ans à l'Amérique pour réaliser ce rêve. Eh bien, à mon tour, de vous entraîner avec moi à réaliser un autre rêve, notre rêve francilien. Nous avons 5 ans, non pas pour décrocher la Lune, mais pour décrocher la première place. Alors je compte sur vous tous, sur les élus qui ont la passion de notre territoire, sur les agents qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes, sur le Césaire qui sera de bons conseils pour nous tous, et puis sur vous, nos partenaires ici rassemblés. Et je n'ai qu'un mot à vous dire, comme on dit dans la première région aéronautique de France, embarquement immédiat. Et en attendant de vous revoir très bientôt, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2016. D'abord la santé, sans laquelle tous les autres vœux sont vains, et puis évidemment, pour vous et pour tous ceux que vous aimez, tous ces petits bonheurs qui font une année réussie. Bonne année 2016.
Et je vous invite dans ce splendide cadre à venir boire le verre de l'amitié. Merci.